soir, au Web Journal, 135 000 $ versés pour la restauration du presbytère du Sacré-Cœur à Chicoutimi et 3 nouvelles têtes d'affiche pour le comité de candidature de Saguenay dans le but de l'obtention de la Coupe Mémoriale en 2015. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce Web Journal du lundi 3 février. Le gouvernement du Québec offrira une aide financière de 135 000 $ afin de restaurer le presbytère du Sacré-Cœur de Chicoutimi. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphane Bédard, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Maka Koto. L'établissement aura le droit à une cure de rajeunissement totale de 400 000 $ au cours des prochains mois. Et Amélie Houle, les rénovations étaient-elles essentielles? Oui, exactement, Raphaël. Plusieurs rénovations vont être nécessaires pour préserver le patrimoine qu'est le presbytère de Chicoutimi dans la région. La détérioration est de plus en plus visible au presbytère du Sacré-Cœur. Des infiltrations d'eau, des fissures et des planchers vieillissants causaient bien des maux de tête aux locataires. L'aide financière leur permettra d'effectuer des travaux sans défrayer la totalité des frais. Si on n'a pas ces sous-là, il faut les trouver. Fait que s'il faut élever les loyers, ça a un impact là, sur les locataires. Puis notre objectif, c'était de permettre le plus possible à des organismes communautaires de se loger à des coûts abordables. Bien que la priorité numéro 1 de l'organisme Entreprise Jeunesse, qui est propriétaire, est de réparer les infiltrations d'eau et les galeries du bâtiment, les travaux vont principalement cibler l'enveloppe structurelle du presbytère. Construite dans les années 20, l'état de la bâtisse amenait des inconvénients à plusieurs niveaux. Tu ne peux pas laisser ça longtemps comme ça. Donc, pour les locataires, il y a des inconvénients, mais pour la structure aussi. Donc, ça prenait un plan d'urgence, un plan d'intervention. Et là, avec le déblocage, on peut y aller par phase. Le montant de 135 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec correspond à 50 % de la valeur totale du projet. De son côté, l'organisme Entreprise Jeunesse devra défrayer un montant de 80 000 $. Des activités de financement permettront d'obtenir la somme visée. Le projet, attendu par les propriétaires depuis maintenant 7 ans, nécessitait l'intervention des gouvernements. C'est un projet qui se préparait depuis quelques années. On est en discussion avec eux. Eux vont souvent faire des interventions urgentes quand il vient un moment donné où ils n'ont plus le choix parce que ça peut avoir des conséquences très importantes sur l'immeuble. Mais là, ça prenait un plan global d'intervention pour faire en sorte qu'ils puissent pendant quelques années faire seulement l'entretien normal. L'organisme Entreprise Jeunesse souhaite débuter les travaux prochainement. Cependant, ils auront 2 ans pour les terminer en totalité. Amélie Houle, ATM Nouvelles, Saguenay. La 24e édition de la Semaine de la prévention du suicide est lancée aux 4 coins du Québec. Des milliers de citoyens se mobilisent afin d'éliminer les tabous reliés à la problématique du suicide. Des activités sont organisées au Saguenay pour l'occasion, comme l'explique notre reporter Marianne Bergeron-Courteau. Chaque jour, 3 personnes s'enlèvent la vie au Québec. Des chiffres criants qui témoignent d'une situation difficile dans la province. Heureusement, au Saguenay, la tendance est à la baisse. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand même depuis quelques années, depuis 2010, des diminutions. Okay. On voudrait que ça soit toujours plus important, mais on a quand même des diminutions, une certaine stabilisation sur le nombre de suicides, de décès suite à un suicide. C'est important pour nous, le suicide n'est pas une option. Voilà le thème de la Semaine de la prévention du suicide. C'est à la fois l'occasion de mobiliser les gens à la cause et d'éliminer les tabous qui y sont rattachés. Parler de cette problématique est essentiel pour une étudiante qui a tenté de s'enlever la vie l'an dernier. Comme ça peut sauver une vie, là, vraiment littéralement. C'est sûr que quand les proches sont au courant que la personne a des difficultés, c'est plus facile pour eux après ça d'intervenir ou de, à tout le moins de faire des petites choses, appeler pendant la soirée. Ah, comment tu vas? Se sortir d'une telle épreuve n'est jamais facile. Il faut du temps et de la patience, mais le résultat en vaut la chandelle. Aujourd'hui, ça va mieux, là, puis que je réussis à m'en sortir un jour à la fois, puis c'est ça l'important pour tout le temps. C'est-à-dire que demain, ça va aller mieux. Plusieurs activités sont prévues au courant de la semaine. La conférencière et auteure Blandine Soulmana fera notamment la tournée de la région afin de démystifier la cause du suicide. Une dame qui a un vécu assez difficile, qui a eu un parcours assez difficile, qui s'en est sortie et qui partage évidemment son expérience. L'auteure Blandine Soulmana tiendra sa conférence demain à Saguenay à 8h30 à l'hôtel Delta. Marianne Bergeron-Courteau pour ATM Nouvelles à Saguenay. L'ambiance était tendue ce midi à la séance du Conseil de ville de Saguenay, à la suite de la sortie de la conseillère du Renouveau démocratique, Josée Néron, au sujet de la prière.
Et Julie Bilodeau, comment peut-on expliquer la tension qui régnait? Tout a commencé lorsque Mme Néron a amené le sujet de la prière sur la table. Elle a demandé au maire de changer la façon de faire de la ville quant aux récoltes des dons. Selon elle, le dossier devrait être placé dans les mains de bénévoles qui, eux, s'occuperaient d'amasser les dons. Ainsi, on pourrait cesser d'utiliser les ressources de la ville. Et qu'est-ce que lui a répondu le maire? D'abord, Jean Tremblay avait tenté d'éviter la question lorsque aucun conseiller n'a appuyé la requête de Mme Néron. Finalement, c'est la conseillère Julie Dufour qui s'est portée appuyeur, ce qui a permis à Mme Néron de placer son intervention sur la prière. À la suite de la question, le maire a demandé le vote sur la proposition de Mme Néron. Aucun conseiller n'a soutenu Mme Néron. Justement, est-ce que des citoyens se sont présentés pour manifester ce qu'ils pensaient de la récolte? En effet, une citoyenne de Jonquière et membre de l'ERD, Jacqueline Gravel, est venue se plaindre du fait que lorsqu'on contacte la ville, on tombe prioritairement sur une invitation à faire un don pour la prière. Elle se demandait quand est-ce que cela allait cesser. Elle a également tenu à placer une intervention sur la façon dont Jean Tremblay s'adresse à la conseillère de l'ERD, Josée Néron. Elle dit qu'il devrait prendre plus de temps et s'adresser à elle plus respectueusement. Nous allons d'ailleurs entendre les réactions du maire à ce propos. Puis je vais vous dire une chose, là. L'opposition va faire une mise au point, là. Vous ne runnerez pas à ville. Il y a un conseil municipal qui a été nommé avec une très forte majorité, puis vos histoires de venir faire votre show à toutes les assemblées, vous avez beau, là, mais ça ne change rien. Et Jean Tremblay n'a pas peur que cela nuise à sa réputation? Absolument pas, Raphaël. À la suite de la séance, il a déclaré, et je le cite, « Mon image ne me préoccupe pas. Je suis ici pour donner un service aux citoyens. » Et mis à part le dossier de la prière, de quoi d'autre a-t-il été question ce matin? Le maire a brièvement répondu à une question concernant Ferro Atlantica. Il a affirmé avoir parlé avec le président de la compagnie de silicium ce matin et que la cause n'était pas encore perdue. Il est toutefois demeuré prudent sur ses propos et n'a pas tenu à en dire plus. Bien, merci Julie. Ça fait plaisir. L'ex-conseiller municipal Gaston Laforêt dénonce la façon d'agir du maire Tremblay depuis la fusion en 2001. Il avait été le premier échevin à être favorable à l'idée d'avoir une seule ville au Saguenay. Ma collègue Marie-Pierre Pruneau s'est entretenue avec lui plus tôt aujourd'hui. Donc, bonjour, M. Laforêt. Oui, bonjour. Donc, j'aimerais savoir, à l'époque, qu'est-ce qui vous plaisait dans le projet de la fusion de Ville de Saguenay? Ce qui me plaisait dans cette fusion, l'objectif, c'était de regrouper les énergies de tout le secteur de la région, le Saguenay, parce qu'auparavant, Jonquière, on fonctionnait tout seul. Il y avait 10 échevins autour de la table, puis il y en avait 10 aussi à Chicoutimi. Puis souvent, on avait des projets qui s'opposaient, qui ne pouvaient pas fonctionner ensemble, quand surtout des entrepreneurs venaient. Donc, il y avait un peu d'opposition et de chicane. Puis moi, quand c'est venu l'idée de la fusion, j'étais très ouvert à ça. Je trouvais qu'à un moment donné, on va arrêter de s'opposer, on va arrêter de chicaner, puis on va faire des projets ensemble pour tout le Saguenay. C'est comme ça que moi, je me suis toujours montré favorable. J'étais le seul sur les 10 conseillers là, qui était favorable à la fusion à cette époque-là. Et pourquoi est-ce que vous étiez le seul en faveur de cette fusion à l'époque? Oh, je l'explique peut-être de façon bien spéciale. Parce que moi, j'ai toujours travaillé à Chicoutimi. J'étais conseiller à Jonquière, je reste dans le secteur d'Arvida. Donc, j'étais tout près. Dans Chicoutimi, ça faisait 25 ans que je travaillais là. Donc, moi, je connaissais tout le monde, en tout cas la plupart des gens impliqués dans Chicoutimi. Peut-être que les 9 autres conseillers avaient moins de relations avec les gens de Chicoutimi, peut-être qu'ils étaient moins portés à. Mais moi, j'avais de l'ouverture facile à voir arriver qu'on puisse travailler avec les gens de Chicoutimi. Et dernièrement, avec les grosses tombées de neige, il y a eu beaucoup de critiques face au déneigement à Jonquière. Qu'est-ce que vous pensez des services publics? À l'époque, les services publics étaient extraordinaires parce que je vais partir d'Arvida même. Alors, quand Arvida était tout seul avant 1976, on avait presque toutes les taxes de l'Alcan. Donc, on était riche comme ville. Même à la commission scolaire, il y avait 21 conseillers pédagogiques dans la petite commission scolaire d'Arvida. Donc, ils étaient riches, les institutions, pour le public. Et quand ça a été fusionné, on était obligé de faire en sorte qu'on travaille avec 2 autres, Kenogami et Jonquière. Puis après ça, quand il y a été la grande fusion, bien là, peut-être qu'il y avait moins de... Le partage des taxes se faisait pour l'ensemble. Mais le problème avec actuellement, pourquoi est-ce que je critique un petit peu les décisions,
c'est qu'au fond, il y a des décisions qui se prennent vers le mois de novembre-décembre pour faire arriver le budget sans trop d'augmentation. Donc, il y a des ordres de donner de couper des services. Ça, j'ai été témoin de ça. J'ai vu ça dans les travaux publics quand j'étais conseiller. J'allais voir. Donc, au mois de décembre, quand il fait arriver le budget, qu'il ne soit pas trop en déficit, bon, il y avait des décisions, des demandes de couper des services. Donc, ils coupaient le déneigement, ils coupaient les services dans l'émontage des arbres, l'abattage des arbres, surtout dans Arvida, on en a besoin parce que c'est une ville, c'est un secteur de la ville où il y a plus d'arbres. Donc, ils coupent les services. Donc, c'est ce que je reproche, moi, actuellement, peut-être à l'administration. Puis, de votre côté, il y a eu beaucoup de moments de confrontation, de bisbille avec le maire Tremblay. Qu'est-ce qui vous agace dans le fonctionnement de son pouvoir à la mairie? C'est qu'il ne laisse pas de place aux conseillers. Les conseillers, là, on n'en voit pas s'exprimer dans les assemblées publiques, là. À l'arrondissement, oui, mais là, le maire Jean Tremblay n'est pas là. Mais quand la grande ville, les réunions de la grande ville Saguenay, il n'y a pas un conseiller qui parle. Il y a les points à l'ordre du jour, ils font un qui lever la main puis voter, puis encore là, des fois, ils ne voient pas passer les items. Je sais que c'est arrivé encore dernièrement, là, le nouveau parti, les membres ne l'ont pas vu. Mais c'est ça, ils ne donnent pas de place aux conseillers. C'est quand même des gens qui ont des expériences, qui seraient capables de faire valoir des choses. Puis après ça, l'autre aspect que je ne comprends pas, c'est quand on veut parler soit d'un secteur comme les travaux publics ou peut-être l'environnement, bien, c'est pas au maire à nous parler de l'environnement et à nous dire quoi faire dans l'environnement. C'est au haut fonctionnaire qui est spécialisé, qui est formé, qui a toutes les facettes pour nous expliquer ça. C'est au haut fonctionnaire à parler. Il ne donne même pas de place aux hauts fonctionnaires. Alors moi, je trouve que c'est pas une démocratie. C'est tout à fait le contraire. Puis comment est-ce que vous voyez l'arrivée de l'ERD dans l'univers politique à Saguenay? Bien, je trouve ça intéressant parce que, contrairement à l'époque où j'étais, de temps en temps, je pouvais m'opposer. J'étais le seul, puis il n'aimait pas ça. Il me prenait en grippe, il faisait n'importe quoi. Mais là, ils sont deux, là, au moins, avec un parti. Ils ont un fonds, ils ont de l'argent pour créer, avoir des locaux, avoir une structure, pour analyser les dossiers, préparer peut-être les deux personnes qui représentent ce parti-là, pour se préparer comme il faut, pour faire valoir des idées différentes de l'administration qui est menée par uniquement un personnage. Donc, c'est sûr que c'est un début de démocratie qui va pouvoir s'exprimer. C'est merveilleux. Et M. Laforêt, vous, si vous siégez au conseil municipal, quelles actions vous aimeriez poser pour la ville de Saguenay? Bon, d'abord, c'est sûr qu'il faudrait faire arriver des projets. Puis faire arriver des projets, moi, vous saluez du monde. Ce que je reproche peut-être à l'administration actuelle du maire Jean Tremblay, c'est qu'il se crée tellement d'ennemis qu'on dirait qu'il n'y a pas de monde avec lui pour faire arriver les projets. Il compte le Parti québécois, puis le Parti québécois est au pouvoir. Il fait toujours en sorte de critiquer les élus provinciaux. On prend l'exemple du pont, là, qui a été fermé, le pont du Buc qui a été fermé 8 ans. Il a passé son temps dans les premières journées à dire que c'était mal géré, c'était mal ci, ça va coûter cher à la ville, puis ça va aller au mois de janvier, les écoles ne rouvriront pas. Il en a mis, puis accusé les élus provinciaux. Ben, c'est pas une façon de fonctionner, mais tu dois fonctionner en harmonie avec les gens des hautes structures si tu veux voir arriver des projets. Mais ce n'est pas son cas. Il se met toujours du monde à dos. Il ne fonctionne pas en harmonie. Moi, c'est d'abord ça. Il faut que tu fonctionnes en harmonie, même avec le haut du lac. Il est en opposition même avec le lac Saint-Jean, mais c'est bien des affaires. Il n'a jamais siégé au CRD. Bien, merci beaucoup, M. Laforêt. Ça fait plaisir. De retour à vous, Raphaël. La commission scolaire de la Jonquière invite la population à participer à la campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire. C'est ce matin, sous la présidence d'honneur du député de Jonquière et ministre Sylvain Gaudreault, que la commission scolaire en a fait l'annonce. Cette campagne provinciale se déroule du 3 au 14 février sous le thème « M'as-tu vu ?» Une occasion pour les automobilistes de se rappeler l'importance de demeurer vigilants dans les zones scolaires. Et le sculpteur de Saguenay-en-Neige, eh bien, on a des bonnes nouvelles pour vous. Il est blessé hier après-midi. Il a obtenu son congé d'hôpital plus tôt aujourd'hui et s'en tire avec des blessures mineures. Il avait été transporté à l'hôpital hier après qu'une partie de son œuvre, la machine humaine, se soit effondrée sur lui alors qu'il travaillait à la solidifier. La responsable des communications de l'événement, Kate Savard, a confié que l'homme de 19 ans n'avait pas subi de blessures graves, heureusement dans son cas. Et l'épisode de verglas et de froid extrême survenu entre le 20 et 23 décembre dernier a lancé le bal et laissé ses traces sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans les salles d'urgence des divers établissements de santé.
où les cas de blessures se sont multipliés. Durant la période des fêtes, de nombreuses personnes se sont présentées avec fractures, traumatismes mineurs, foulures et autres blessures du genre dans les hôpitaux et cliniques de soins privés. Et le tout se poursuit encore aujourd'hui. L'opérette La fille du tambour-major sera présentée les 7, 8 et 9 février prochains. Pour l'occasion, mon collègue Alexandre Girard s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec celle qui incarne Stella, Marianne Lambert, le personnage principal de cette pièce. Bonjour Marianne, c'est un plaisir de nous avoir avec nous sur le plateau. Bien, c'est un plaisir pour moi aussi. En premier, j'aimerais savoir comment se sent Stella à une semaine de la première du spectacle de La fille du tambour-major? Comment je me sens? Il y a beaucoup de fébrilité, c'est sûr. De jour en jour, le spectacle prend forme de plus en plus. C'est de plus en plus rodé aussi. Je prends aussi plus confiance aussi de jour en jour. En fait, plus que ça va, oui, il y a l'adrénaline, l'excitation, mais il y a aussi de plus en plus d'excitation à voir le public, parce qu'enfin, ça nourrit aussi beaucoup le public, d'avoir des gens qui réagissent à ce qu'on fait sur la scène. Alors, c'est beaucoup d'excitation, d'adrénaline, puis de la confiance aussi, parce que j'ai vraiment des très, très bons camarades, des bons chanteurs, des bons comédiens qui sont autour de moi, qui me soutiennent et que je soutiens aussi, parce que c'est un travail d'équipe. Alors, c'est avec confiance aussi, puis beaucoup de plaisir. J'aimerais savoir, avant de parler un petit peu par rapport à la production, c'est quoi la différence entre une opérette et un opéra? Ah, mais c'est très intéressant comme question. En fait, c'est sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, mais la plupart du temps, un opéra, le sujet va être souvent très dramatique, beaucoup plus sérieux. Rarement, il va y avoir des textes parlés. Par contre, il y en a. Certains opéras, il y a des textes, mais la plupart du temps, il n'y a pas de texte parlé, il n'y a pas de dialogue. Au lieu d'avoir des dialogues, ça va être des récitatifs. Ça veut dire c'est près de la parole, mais c'est chanté. Mais en opérette, c'est des sujets très, très, très légers. C'est beaucoup, beaucoup de comédie et évidemment beaucoup de dialogue. Et c'est très près de la comédie musicale. La seule différence, c'est au niveau du style chanté. La comédie musicale, ça va être plus près du style populaire, alors que l'opérette, ça va être chanté de façon lyrique, pleine voix. Alors, c'est les différences. OK, dans le fond, on pourrait dire que ça rejoint plus de chants classiques que de chants populaires. Oui, complètement, absolument. Par rapport aux chants classiques, est-ce que vous avez eu une formation en chant classique? Est-ce que vous pouvez me parler aussi de votre parcours? Oui, absolument. Mais en fait, moi, je viens de Trois-Rivières. Et en fait, j'ai toujours chanté. J'avais 5 ans, puis je faisais toujours des concerts, soit à l'école primaire, secondaire. Alors, j'étais toujours... J'aimais bien performer, me donner en spectacle. Et alors, ça allait de soi que j'allais me diriger en chant, que je voulais être chanteuse. C'était pas vraiment une question pour moi. Ça fait partie de moi. Maintenant, alors, je voulais poursuivre mes études. J'ai fait aussi beaucoup de piano. Alors, j'avais quand même une connaissance musicale, surtout classique au niveau du piano. Mais en chant, c'était plus populaire, jazz. Alors, je me suis inscrite au cégep à Trois-Rivières, en chant classique forcément, parce que c'était la seule option chant que je pouvais prendre. Il n'y avait pas du jazz ni du chant pop, alors qu'aujourd'hui, il y en a. Mais c'était bien pour moi parce que ça m'a permis de vraiment développer ma voix et ça m'a appris... en fait, j'ai appris qu'est-ce que c'était le chant lyrique et j'ai eu un coup de foudre. Parce que je ne connaissais pas ça avant. J'avais vraiment le stéréotype, comme la plupart des gens, qu'une chanteuse classique, c'est très sérieux, ça porte toujours beaucoup, beaucoup de bijoux, puis ça chante toujours très sérieusement, sans s'interpréter. Puis moi, j'aime ça être investie quand je chante, que ce soit vrai. Puis finalement, j'ai découvert que c'était un préjugé que j'avais. Puis que finalement, c'est pas ça. C'est beaucoup de l'aspect du jeu, de la comédie
Finalement, j'ai bifurqué, puis je me suis inscrite à l'Université de Montréal en chant classique. Et ensuite, le bac, la maîtrise. Puis après, j'ai fait l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Puis ça continue. OK. J'aimerais savoir, par rapport à votre rôle de Stella, c'est quelle habileté ça prend pour incarner le personnage? Bien, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Je dirais ça en premier parce que c'est une comédie. Alors, il ne faut pas trop se regarder jouer. Puis, c'est important que dans le jeu, bien, d'abord, il faut être comédien, ça c'est sûr. Parce que pour faire de l'opérette, il faut avoir les habiletés de jouer facilement. Puis, c'est important que dans le jeu, que ce soit vrai. Parce que pour faire de la comédie, il ne faut pas jouer le comique. Il faut être vrai, puis les gens vont trouver ça drôle. Faut que ça soit vrai. Alors, Stella, son caractère, elle est un petit peu petite fille parfaite, mais aussi elle a un petit côté rebelle aussi, que plus que ça va dans l'opérette, que ça se développe et ça éclot. OK. Puis en terminant, j'aimerais savoir, pouvez-vous nous rappeler les dates du spectacle et à quel lieu aura lieu la première du spectacle? Oui, alors c'est le 7, 8 et 9 février au Théâtre National. Et alors, sauf par exemple, le 9, c'est l'après-midi. Je ne suis pas certaine de l'heure encore. Moi, je vais au jour le jour. Mais il faut regarder sur le site Internet, salr.ca, toutes les informations sont là. Et il y a un rabais pour les 30 ans et moins, alors qui est toujours valide jusqu'à ce jour. Je vous dis un merci, Madame Lambert. Bien, bienvenue, c'est un grand plaisir. J'étais présentement avec Marianne Lambert, qui va jouer le rôle de Stella dans La Fille du tambour-major. Je vous rappelle qu'on peut se procurer des billets sur le site de Diffusion Saguenay au www.diffusion.saguenay.ca. Au revoir. Marc Denis, Éric Fichaud et Félix Potvin deviennent les ambassadeurs du comité de candidature de la Coupe Mémoriale 2015 à Saguenay. L'annonce a été faite plus tôt aujourd'hui par les coprésidents du comité, Roger Fradette et Étienne Jacques, lors d'une conférence de presse. Je suis d'ailleurs joint par mon collègue Jonathan Hudon pour en discuter. Et Jonathan, pourquoi avoir choisi ces 3 hommes? Eh bien, Raphaël, cette décision allait de choix pour le comité de candidature puisque ces 3 gardiens ont passé leur carrière de hockey junior avec les Saguenay de Chicoutimi. Éric Fichaud a joué 152 matchs avec les Saguenayens, Marc Denis 124 et Félix Potvin 204. Et Roger Fradette nous explique d'ailleurs que les Saguenayens ont une belle tradition de gardiens de but dans leur histoire. Je vous invite à l'écouter. 10 gardiens de but, entre autres des Saguenayens, dans les 43 années d'existence, qui ont été repêchés, qui ont fait des carrières dans la Ligue nationale. Évidemment, les 3 plus connus, les 3 plus célèbres, c'est les 3 ambassadeurs qui ont accepté d'être avec nous dans l'aventure. Alors, on est très, très, très contents de les avoir avec nous. Et de quelle façon se fera sentir leur contribution? Eh bien, de 2 façons bien distinctes, Raphaël. Tout d'abord, ils seront affectés aux différentes tâches tout au long des activités du comité de candidature. Et si jamais Saguenay venait à avoir la présentation de la Coupe Mémoriale en 2015, eh bien, il serait une partie prenante des activités parce que la Coupe Mémoriale met beaucoup l'accent sur les anciens joueurs de l'équipe. C'est une candidature, évidemment, qu'on n'a pas eu à nous vendre très longtemps afin qu'on accepte le titre d'ambassadeur. Et les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être les prochaines décisions aussi verront notre rôle évoluer là, au courant des semaines. Et quelle a été la réaction de Marc Denis lorsqu'il a été approché par le comité de candidature? Il a été honoré et flatté d'avoir été choisi. Il faut rappeler que Marc Denis a des racines dans la région puisqu'il a déjà joué, bien entendu avec les Saguenay, mais également que sa conjointe est originaire de la région. Et puis Marc Denis passe également ses étés dans la région. Et a-t-on appris autre chose durant cette conférence de presse? Oui, une petite nouvelle mineure. Et on a su, ils ont rendu public la thématique qui y encadrait la candidature. Et puis, c'est les gardiens de la tradition. Alors, ça a 3 axes importants, soit la tradition du hockey dans la région, les gardiens de but connus dans la région, notamment Georges Vézina, et également le 3e volet, c'est la mémoire, le souvenir, dont la signification Memorial. Et quelle est en fait la prochaine étape du comité de candidature? Eh bien, c'est l'étape la plus importante dans 2 semaines, la visite du comité de sélection de la Coupe Mémoriale passage dans la région, la visite des installations du Centre Georges Vézina et la décision finale sera rendue le 3 avril. Alors, on saura alors qui de Québec ou de Chicoutimi obtiendra la présentation du tournoi de la Coupe Memorial 2015. Eh bien, merci, Jonathan. Et parlant des Saguenayens, ils étaient de retour à l'entraînement ce matin, quelques jours après leur défaite de 5-4 face aux Drakkars de Bécomo, oui.
Maintenant, Xavier Julien, qu'est-ce qui attend les Bleus cette semaine? Effectivement, Raphaël, les Saguenay de Chicoutimi qui se sont entraînés ce matin pour leur premier voyage en Abitibi de la saison. 3 rencontres en 3 jours attendent les hommes de Patrice Bosch. Et voici le topo que je vous ai préparé à ce sujet. Rouyn-Noranda vendredi, ainsi que Val-d'Or samedi et dimanche. Voilà le défi auquel les Saguenay feront face cette fin de semaine. La troupe de Patrice Bosch peut compter sur une longue semaine de préparation avant de prendre la route pour l'Abitibi où elle affrontera 2 des puissances de la Ligue. C'est 2 bonnes équipes qui sont en Abitibi, fait qu'il va falloir qu'on soit prêt, mais je pense qu'il faut plus se concentrer sur notre jeu à nous que les jeux de l'adversaire, mais surtout s'assurer d'arriver là, en bonne forme physique aussi. Le périple à Rouyn-Noranda et Val-d'Or est aussi synonyme d'offensive, alors que les Sags affronteront 4 des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue. De ce groupe, le meilleur pointeur du circuit, Anthony Manta, qui compile 88 points en 41 rencontres. Patrice Bosch croit que le jeu collectif sera la meilleure façon de neutraliser Manta. Il a un bon jeu collectif défensif là, qui fait du sens. On ne peut pas se faire prendre non plus sur des longs changements sur glace parce qu'on sait qu'ils vont te faire payer le prix les autres, mais c'est plus, comme je disais, là, centré sur nous, mais garder une attention particulière sur un gars comme ça. Tous les joueurs de saison étaient absents à l'entraînement ce matin pour des raisons scolaires. Pour sa part, William Gignac n'a pas pratiqué avec ses coéquipiers, toujours incommodé par une blessure au bas du corps et ne sera pas en uniforme lors du voyage. Philippe Archambault et Samuel Roussy étaient absents par mesure préventive. Selon Roussy, les Sags doivent bâtir sur leur défaite de samedi soir contre le Drakkar de Bécomo. Contre Bécomo, je pense que c'était un bon match pour nous. Je pense qu'on a montré qu'on était capable de jouer contre pas mal n'importe qui dans la Ligue. Je pense que ça fait du bien d'avoir un match comme ça. Il faut juste apporter cette énergie-là à chaque soir. Là. Les Saguenay prendront la route jeudi en prévision de leur première partie vendredi soir à Rouyn-Noranda. Xavier Julien, ATM Nouvelles, Saguenay. L'équipe féminine de l'école Odyssée Lafontaine a été sélectionnée parmi toutes les équipes du Québec pour participer au championnat canadien d'athlétisme des écoles secondaires qui aura lieu à Toronto en mai prochain. L'année dernière, c'est l'équipe masculine qui avait été sélectionnée pour prendre part à la compétition qui regroupe les meilleurs athlètes du pays de la catégorie jeunesse. Et maintenant, à la météo, Chloé, on nous réserve une bonne nouvelle? Alors oui, Raphaël. Pour le Saguenay, ce soir et cette nuit, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité qu'il neige et un minimum de moins 17 degrés. Pour demain, on verra une alternance de soleil et de nuages avec également 40 % de probabilité de chute de neige et un maximum de moins 9. Du côté du lac Saint-Jean, les tendances sont les mêmes pour ce soir et cette nuit avec un minimum de moins 18. Pour demain, on s'attend à une faible neige débutant en après-midi et un maximum de moins 10 pour la journée. Présentement, il fait moins 9 au Saguenay et moins 13 au Lac-Saint-Jean. Eh bien, merci Chloé. C'est ce qui termine notre web journal de ce soir. Revenez-nous demain pour un autre. En mon nom et au nom de mes collègues, je vous souhaite une agréable soirée.